APK Matin, l'interview. C'est de l'IFECA que le docteur Yambé Timba pour l'interview. Avec vous donc, on s'intéresse à une situation sociale. Le 7 février 2025, une crise a éclaté à Guidigis, dans le département du Mayokani, région de l'extrême nord, suite à une forte mobilisation des populations Tupuri contre la création du parc Mabed. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants armés de flèches, machettes et gourdons sont venus de plusieurs villages, y compris du Tchad voisin, pour manifester leur opposition. Ces personnes, ces populations ont bloqué les autorités qui s'y trouvaient, gouverneur de la région, préfet et sous-préfet. Le 4 février, ce sont les travailleurs de Sosucam qui revendiquaient de meilleures conditions salariales et de travail, avec à la clé un mort, une dizaine de blessés, 150 hectares de plantations brûlées. Que se passe-t-il dans notre pays pour qu'on assiste à de telles tensions sociales, Dr Yambé Timba? Il se passe une petite chose toute simple qu'on appelle le rejet de l'État néocolonial. C'est ça qui se passe là. Guidigis, Cotin et bien d'autres phénomènes qu'on observe dans le pays, c'est le rejet de l'État néocolonial. Il faudrait que ceux qui dirigent le pays encore pour quelques mois s'en rendent compte et prennent la peine de vraiment calmer le jeu et de s'assurer de transmettre le pouvoir aux nationalistes et à ceux qui doivent achever la révolution camerounaise. Parce que les débats que les Camerounais tiennent aujourd'hui, ne comprenant pas très bien au nom de quoi les bourreaux viennent nous faire des rapports sur ce qu'ils nous ont fait ici et travestissent, en travestissant les informations, et puis tout d'un coup vous avez 2-3 sombres fonctionnaires et 2-3 ministres qui n'ont encore rien réalisé parce que si vous payez leur bilan, vous ne savez pas où il en est, qui décident d'exproprier des citoyens de leurs terres ancestrales pour en faire un parc national. Oui. On ne fait pas des choses comme ça. Pourquoi le ministre n'a pas fait ça dans son village? Prenez tous les ministres des eaux et forêts qui s'occupent de la forêt là. Je vous mets au défi de me prouver qu'il y a un seul ministre qui a créé un parc national dans son village. Il n'y en a pas un seul, à ma connaissance, sauf si je me suis trompé. Il n'y en a pas. Ça veut dire que les terres des autres sont intéressantes, les terres de leur village ne sont pas bonnes pour faire des parcs nationaux. Cette façon de gérer le pays qui donne l'impression que il y a quand même un besoin de l'autre côté parce qu'on veut faire plaisir aux Occidentaux dans le cadre des taxes carbone, de la protection environnementale. Il faut que les gens arrêtent ça. Pourquoi est-ce que tous les ministres de la République, là, ils sont, je crois, combien? 70, 80, ils sont combien? 102? Bon, bref, je sais pas. Ils sont tellement nombreux que personne ne sait réellement combien ils sont. Alors, pourquoi chaque ministre n'a pas un parc dans son village? Pourquoi il ne fait pas un parc national dans son village? On devait commencer par là. Parce que la pression environnementale, elle peut être réglée en mettant les parcs partout. Mais pourquoi vous allez chez les gens les plus pauvres de la République, auxquels on ne pense même pas? Il n'y a pas de route là-bas, il n'y a rien là-bas. C'est-à-dire que même les écoles, si vous regardez à quoi ça ressemble, c'est là-bas que vous avez fait les parcs, avec même leurs terres sur lesquels ils peuvent faire de l'agriculture, on vient les leur arracher. Pourquoi vous voyez que pourquoi vous ne voulez pas que les gens aient le sentiment que l'État néocolonial est devenu encore plus colonial, est devenu presque aussi colonial qu'il l'était il y a 80 ans? Je crois que l'État du Cameroun doit devenir un État nationaliste et souverainiste. Nous devons savoir que quand les colons sont arrivés chez nous, après on peut faire le débat, le Cameroun n'a pas été colonisé et tout, ce qu'importe. Quand les Allemands, les Anglais et les Français sont arrivés ici, quelle est la première chose qu'ils ont faite? Ils ont déclaré les terres vacantes et sans maître. Ce qui leur a permis, via cette astuce juridique, de confier les terres à leurs États. Les terres vacantes et sans maître étaient donc devenues les terres de l'État allemand, les terres de l'État anglais, les terres de l'État français. Aussi simple que ça. Or, si nous pensons que la colonisation est finie et que nos pays sont devenus indépendants,
Ça veut dire que les terres qui avaient été confisquées par les Allemands, les Anglais et les Français devraient d'abord revenir aux personnes dont elles ont été confiées, à qui elles ont été confisquées. Ça veut dire à nos nations historiques. Oui. Donc, les terres de Guidigis doivent redevenir d'abord aux gens de Guidigis. À partir de là, si vous voulez faire quelque chose là-dedans, vous appliquez les règles traditionnelles d'accès à la terre chez nous, c'est-à-dire la mise à disposition. Ce qui veut dire que si vous voulez faire quelque chose, vous allez les voir, vous négociez avec eux. Et c'est ce qui pourrait poser problème aujourd'hui, le fait que les populations, les autorités traditionnelles n'aient pas été associées au processus de création de ce parc. Les autorités traditionnelles dans nos traditions africaines ne sont pas propriétaires des terres. Les terres appartiennent individuellement aux individus ou éventuellement collectivement au clan ou à la tribu. Les autorités traditionnelles ne sont propriétaires d'aucune terre. Donc il faut aller voir les populations, le peuple. Il faut aller voir pas les populations, il faut aller voir le peuple auquel la terre appartient, de manière qui a des droits ancestraux sur cette terre, et discuter avec ce peuple-là directement. À partir de là, vous n'aurez aucun problème. C'est d'ailleurs des actions de paix, des actions de respect. Vous respectez les gens. Vous vous levez, vous allez les voir. Vous vous levez, vous allez leur expliquer votre projet. Vous vous levez, vous les impliquez dans votre projet. Vous vous levez, vous leur expliquez ce que vous voulez faire. Et vous vous levez, vous allez leur expliquer quelle est la contrepartie qu'ils vont avoir. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre. Quand vous allez prendre leur terre, vous empêchez un certain nombre d'activités de se dérouler dessus. Oui. Ils vont vivre de quoi? Oui. Pendant que vous êtes assis à Yaoundé, vous vivez des impôts des Camerounais, les gens là, eux, ils vont vivre de quoi alors que vous les privez de leur terre? Que vous auriez dû aménager, vous avez tout un ministère pour aménager ça, mais vous ne le faites même pas. Vous ne savez pas comment le faire. Et vous leur privez de cette terre sur laquelle fait l'agriculture et l'élevage. Vous êtes assis à Yaoundé, les impôts du Cameroun payent tout ce que vous avez à vous, une certaine qualité de vie, mais les pauvres, par exemple les plus pauvres, vous les privez de leurs moyens de subsistance. Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire ça? Je crois que ce qui se passe là, à Guidigis, il faut que l'État fasse attention, parce que je ne fais que dire ça depuis quelques années. L'explosion de violence qu'il y aura lorsque les gens vont commencer à défendre leurs terres ancestrales. Tout ce qu'on a eu comme violence dans ce pays, c'est la cour de récréation, ce sera la cour de récréation comparée à ça. Lorsque les gens se rendent compte qu'ils sont en face d'un État qui ne fait rien pour eux, un État qui ne leur contribue pas à améliorer leur qualité de vie, eux, ils vont subir une foule de choses, les inondations, la sécheresse, la période de soudure, l'État n'est jamais là. Ces gens-là, quand ils vont commencer à défendre leur terre, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune force sur la planète qui pourra les arrêter. Donc, il faut que l'État du Cameroun, en tout cas ceux qui disent le pays aujourd'hui, réfléchissent bien à ce qu'ils vont prendre comme décision par rapport à la question foncière. Et le peuple camerounais, voilà l'occasion qui lui est donnée en 2025 et en 2026 de changer totalement les titulaires de ces institutions. Le peuple camerounais doit réfléchir bien et donner à ceux qui sont capables de lui restituer la propriété de la terre, de lui restituer sa place dans l'histoire et sa place dans ce pays, sur cette terre, le pouvoir de décider de la suite des événements, de la suite de la vie du Cameroun. Parce que quand vous avez ce genre de choses, ce que les gens ont vu, c'est des gens, oui, ils ont défendu ceci, et c'est tout ce que la plupart des sources dont la plupart des médias parlent. Mais ces gens-là ont séquestré les autorités, mais ces gens n'ont séquestré aucune autorité. Ces gens-là ont demandé que leur terre leur soit rendue. Ça ne s'appelle pas séquestrer. Si vous faites ça, vous allez dire que lorsque les Camerounais se battaient pour leur indépendance, alors ils n'avaient pas le droit de le faire et les Français avaient le droit de massacrer les 3 ou 4 millions de Camerounais qu'ils ont massacrés. Est-ce que les gens imaginent même ce qu'ils racontent souvent? Est-ce qu'ils imaginent ce qu'ils racontent? Quelqu'un défend sa terre qui lui permet de nourrir ses enfants et vous dites qu'il a séquestré les gens? Est-ce qu'il a appelé ces gens là-bas? Est-ce qu'il a invité ces gens là-bas? Est-ce que ces gens sont venus lui demander l'autorisation d'être là? Chez lui? Il y a des jeunes, docteur Yambé Timba, qui ont souhaité même qu'on leur trouve des espaces pour les recaser avant de mettre sur pied ce parc. C'est des dispositions qui n'ont pas été prises par les autorités qui voudraient construire ce parc, de recaser les populations qui se trouvaient déjà dans cette zone.
Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que vous voyez bien comment fonctionne un État néocolonial. On n'écoute personne. On fait ce qu'on veut. On n'écoute personne. On prend les décisions à l'emporte-pièce d'ailleurs. Et puis on n'écoute pas les gens. Tous les départements de sociologie qui sont dans les universités là, enseignent comment on gère ce genre de problème. Tous les départements de sociologie. Donc vous avez une expertise qui est tenue par des centaines et des centaines de gens, pas des milliers de gens depuis que les universités publiques existent au Cameroun. L'État néocolonial ne les consulte pas. L'État néocolonial ne tient pas de ce que ces gens-là disent. Alors que plein de pays en Afrique viennent chercher les sociologues camerounais pour qu'ils leur expliquent comment gérer la relation entre l'État et les administrés. Tout à fait, oui. Au Cameroun, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. Tout est dans la force, la brutalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand vous allez recaser ces gars-là, vous les recasez sur les terres des autres. Et ces autres, où vous allez les recaser, vous les avez consultés. C'est l'un des gros problèmes qu'on va avoir ici à Douala, où on a cassé les gens, on a pris leurs terres, on est allé les recaser sur les terres des autres personnes autour de la ville. Je ne suis pas du tout sûr que ça va rester comme ça pendant 50 ans encore. C'est pas sûr. Les gens vont vouloir récupérer leurs terres. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans ce pays. Quand vous voyez comment on les gère, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens créent toujours des situations conflictuelles? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours en train de prendre des décisions qui créent le conflit? Alors qu'on peut, en suivant ce que les scientifiques camerounais proposent, en suivant nos traditions, on peut avoir une gestion apaisée, une gestion conviviale, une gestion respectueuse de nos nations historiques, parce qu'en plus les fonctionnaires, tous ceux qui ont les emplois publics, du président de la République au plus petit balayeur qui est dans la fonction publique, leur rôle c'est de servir le peuple. Ce n'est pas de commander le peuple, parce que j'entends souvent les gens confondre ces choses, dire que ouais, le commandement. Non messieurs, le commandement c'est pour ceux qui sont dans vos équipes, c'est pas pour le peuple. Le commandement, parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas très bien ces concepts-là. Hein. Même dans l'équipe, on parle de collaboration. Docteur Yambé Tshimba, on ne parle pas de commandement entre les équipes. Madame, non, c'est pas ça. La collaboration, c'est après. Ce qui est prioritaire, c'est que vous êtes au service de ces gens-là. Ce sont eux qui payent vos salaires. Les avantages que vous avez, la qualité de vie que vous avez, c'est eux qui payent ça. C'est pas vous. Vous êtes d'abord leurs employés. Tous les fonctionnaires, tous les responsables, du président de la République au dernier balayeur de route, ce sont les employés du peuple. Ils sont au service du peuple. La collaboration, c'est quelque chose qui vient après. Quand vous avez respecté votre employeur, maintenant vous collaborez. Mais vous êtes la même efficace. Si vous ne respectez pas votre employeur, il va collaborer avec vous. Non. Mais pourquoi est-ce que les choses banales de tous les jours, il faut qu'on les explique à nos fonctionnaires? Si vous ne respectez pas votre employeur, il ne collabore pas avec vous. Au pire, il vous chasse de là. Donc, les gens ont oublié. En fait, beaucoup de hauts fonctionnaires, de responsables publics ont le sentiment que le peuple leur doit quelque chose. Hein? Mais le peuple ne vous doit rien, c'est vous qui devez tout au peuple. Vous êtes les employés du peuple. Bon, ils ne comprennent pas. Donc, vous allez à Guidigis, au lieu de vous comporter en employé qui doit gérer les problèmes, ou qui doit créer des projets et s'assurer que les projets sont exécutés dans l'intérêt de l'employeur, qui est le peuple, les gens se comportent comme si c'est le peuple qui doit les supplier. Non, pas du tout. L'État néocolonial a ce défaut systémique qui laisse croire que avoir un poste vous donne le droit de vie et de mort sur les gens. C'est très napoléonien. Et ça vient de Rome. C'est-à-dire que le droit napoléonien qui est inspiré du droit romain fait que le pater familias a le droit de vie et de mort sur les gens. Sauf que c'est totalement contraire à nos traditions africaines. L'emploi public fait de vous un serviteur, pas un type qui a le droit de vie et de mort sur les gens. Pas du tout. Pas du tout. L'emploi public fait de vous un serviteur du peuple, pas du tout quelqu'un qui décide des ressources du peuple comme il veut. Non, pas du tout. Et c'est ça l'État néocolonial. Et cet État néocolonial, nous devons y mettre fin. Nous devons y mettre fin pour sauver tous nos compatriotes. Ceux qui sont là, qui dirigent aujourd'hui, ceux qui veulent diriger, ainsi que le peuple. Parce que ceux qui s'opposent à nous, fondamentalement, ce n'est pas nos frères qui dirigent le pays.
C'est ceux qui ont installé cet État néocolonial. Donc nous devons faire un bloc du peuple et des populations camerounaises. Il faut distinguer le peuple camerounais et les populations camerounaises. Donc le bloc du peuple et des populations camerounaises pour pouvoir mettre fin à l'État néocolonial et installer un État nationaliste, souverainiste, indépendantiste, qui va donc permettre de redonner de la dignité et de redonner de leurs ressources ataviques à notre peuple et à nos nations historiques. Donc, Guidigis, la solution est simple. Que l'État se retire de tout ce qu'il voulait faire là, qu'il envoie son délégué régional de forêt, qu'il aille voir, et de l'environnement, je veux dire, qu'il aille voir le peuple de Guidigis, qu'il discute avec ce peuple et qu'il trouve un modus operandi qui va permettre d'organiser ce parc. Vous voulez installer le parc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'activités qui ne pourront plus y être faites. Oui. Comment vous compensez le peuple? Vous les compensez comment? 2, vous allez transférer ces terres à l'État. Donc vous allez dépouiller ces gens de leur richesse, de leur capital, pour le donner à l'État. Demain, les fonctionnaires vont se partager le parc en achetant 1 hectare à 1000 francs. Et après, ces gars-là, eux, ils auront quoi comme ressources naturelles? Ils auront quoi comme capital? Ils auront quoi comme bien? Ils auront quoi comme bien? Ils vont devoir migrer, aller sur la Lune. Ils vont faire comment? Voilà les problèmes de fond. C'est-à-dire que les gens sont là, ils abordent les problèmes du pays comme si certains dans le pays ne sont pas importants. Les gars de Guidigis, c'est leur capital. On ne peut pas les priver de leur capital. Donc, vous allez négocier avec eux. Ils vous font une mise à disposition qui peut être de 10 ans renouvelable, qui peut être de 5 ans renouvelable. C'est leur terre. Ils en disposent comme ils veulent. Et tous les 3 ou 5 ans, vous faites un bilan, on regarde est-ce que votre parc leur a permis d'avoir de meilleures conditions de vie. Et puis vous regardez même la faiblesse avec laquelle on crée ce genre de choses. Quand on crée un parc c'est un écosystème d'activités économiques qui peut générer énormément de revenus. Oui. Mais les gens ne travaillent pas. Or, il faut bosser dessus. Ça peut générer des revenus liés au tourisme. Ça peut générer des revenus liés à la culture de certaines plantes. On peut par exemple vouloir reverdir, reboiser ou reforester cet endroit-là. Et ça va donc créer des ressources ligneuses grâce auxquelles tous les 20 ou 30 ans, on va créer des meubles labellisés Guidigis, parc de Guidigis. Enfin, il faut réfléchir un peu. Les gens sont au service du peuple, ils ne travaillent pas. Ils sont là, ils veulent seulement donner les ordres. C'est quelle histoire ça? Un parc, ça peut être que vous décidez d'en faire un parc animalier. Donc vous allez introduire des espèces d'animaux endémiques, c'est-à-dire de la zone, et vous transformez ça en espace touristique. Vous voyez donc, vous créez une société d'économie mixte qui va co-gérer le parc c'est-à-dire que ce sera géré par l'État et le peuple de Guidigis. De cette façon-là, ces gens ont des revenus qui tirent de là. L'État ne prend pas grand-chose, l'État prélève juste des taxes. Parce que le rôle de l'État, c'est de sortir les gens de la misère. Vous décidez de reboiser ce parc. Et du coup, tous les 20-30 ans, on va couper les arbres, on va faire des meubles qui seront labellisés, qui seront vendus à bon prix. Vous mettez des arbres fruitiers, par exemple, qui vont permettre à ces gens d'avoir chaque année une récolte abondante qu'ils vont vendre et qui va leur apporter des revenus. Vous voyez que quand on crée un parc comme ça, en réfléchissant un peu, en étant au service des gens, pas en voulant jouer le commandant de je ne sais quoi, mais en voulant être au service des gens, vous voyez, c'est avec ce genre d'idée qu'on apparaît. Et vous venez vous présenter ça au peuple de Guidigis, on va faire ce parc, voilà comment on va procéder, voilà ce que vous allez gagner. Nous voulions que vous mettiez votre terre à disposition, voilà la contrepartie que nous vous offrons, ça va vous permettre de vivre de telle ou telle façon. Et à l'intérieur du parc, on va vous réserver une zone qui sera une zone d'habitation. Voici comment on va l'aménager. On va vous construire des maisons, on va assainir, créer l'assainissement comme ça, on va faire on va créer une école. Comme on a votre parc et que c'est un espace touristique, on va vous créer une école de tourisme ici. Comme on va planter des arbres, on va en faire des meubles labellisés dans 20-30 ans. On va vous créer un collège spécialisé dans l'ébénisterie ici, madame. Et un collège dans l'agriculture, parce qu'on va planter dans la sylviculture et l'agriculture, on va planter des arbres, on va faire des arbres fruitiers. Madame, vraiment, c'est pas ça qu'il faut faire. Oui.
Mais est-ce que les populations de Guidigis vont s'énerver si vous venez leur proposer ça? Nous ne pensons pas. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a des gens qui sont là, ils sont 400 000 fonctionnaires, ils ne peuvent pas avoir, il y a un seul qui réfléchisse comme ça, parmi ceux qui prennent les décisions? Mais est-ce que ce ne sont pas les élites de la localité qui sont derrière ce type de projet, Dr Yambé Tchimba? Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Si je rentre dans ce débat, on va commencer à dire que les élites ont vendu leur terre et les gens à Yaoundé ont fait ce qu'ils ont. Tous sont des hauts fonctionnaires. Tous sont au service de ce peuple-là. Et c'est le boulot qu'ils doivent faire. Il n'y a pas un seul que j'exclus de l'urgence et de la nécessité d'aller travailler. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité des élites, lorsqu'elles sont justement dans les sphères de décision, de protéger leur peuple, parce que les élites sont plus représentatives? Elles sont quand même au fait de certaines réalités, à la fois des projets de l'État, du gouvernement, et des réalités locales. Elles jouent quand même un rôle d'intermédiaire, donc elles pourraient jouer un rôle essentiel dans le cadre de la prise des décisions, comme celle qui a été prise du côté de Guidigis. Non, madame. Ça veut dire que nous avons donc un État hypocrite, un État bandit, un État qui a besoin qu'on le contrôle pour qu'il ne fasse pas de bêtises comme ce qui a été fait à Guidigis. Vous voulez que nous, on accepte qu'on a un État comme ça? Le rôle de l'État, c'est d'être le rôle de tout le personnel de l'État, c'est d'être au service du peuple. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous contrôle. Vous faites les propositions que je viens d'énumérer. Il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. J'ai juste donné une partie de la liste. Vous faites ça parce que vous êtes au service de ce peuple. C'est ça qu'on appelle la conscience professionnelle. C'est ça qu'on appelle être un professionnel. Un professionnel fait le boulot comme cela se doit. Il n'attend pas qu'on puisse le bousculer. Il y a un principe en matière de gestion des opérations qu'on appelle la satisfaction professionnelle. Ça veut dire que vous faites le boulot sans que ce boulot est ingrat. Mais vous êtes simplement satisfait de ce boulot que vous faites et vous voyez qu'il a des résultats qui apportent le bien-être, la joie, la satisfaction à ceux à qui cela est destiné. Oui. Ça s'appelle la satisfaction professionnelle. On n'a pas besoin d'avoir un État hypocrite ou villageois ou sournois qui doit être contrôlé en permanence. Non, on a besoin d'avoir un État qui se comporte correctement, où les gens sont au service du peuple. Et donc à Guidigis, aurait dû venir avec un vrai projet, en disant aux gens de Guidigis, écoutez, c'est vos terres, on veut faire un parti ici, voici ce que nous vous proposons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, des activités génératives de revenus. Mais c'est votre président qui parle d'être émergent en 2035, non? Et on va être émergent en 2035 en faisant quoi? En prenant en faisant des transferts de richesses des uns vers les autres. On va être émergent en permettant aux gens, en faisant du renforcement de capacités financières aux gens, en faisant du renforcement de patrimoine aux populations. C'est ça qui va permettre qu'on soit émergent. C'est-à-dire que partout où on veut créer quelque chose, on regarde ce qui va permettre à ce peuple de sortir de la misère. Docteur Yambé Tchimba, j'insiste là-dessus parce qu'on sait qu'il y a des élites qui sont complices très souvent de ce type de projet, qui ne vont pas forcément profiter au reste de la population parce qu'elles ont leurs intérêts à défendre. Est-ce qu'on peut ignorer cet aspect des choses? Est-ce qu'il n'est pas aussi important de s'adresser à ces élites-là? Si je dirigeais ce pays, toutes les élites qui se trouvent dans cette situation, je fais tout. C'est-à-dire que l'État les poursuit. Tous. L'État les poursuit. Ça veut dire que c'est des bandits. Et vous pensez que nous, on doit vivre avec des bandits? La place d'un bandit est où? C'est pas en prison. Si on dirigerait ce pays, que tous ces gars-là seraient poursuivis en justice. Votre rôle, quand vous avez la chance d'être allé à l'école, quand vous avez la chance, parce que vous n'êtes pas allé à l'école parce que vous êtes plus intelligent que tout le monde, faut oublier ça. Au Cameroun, si je vois des types qui pensent que parce qu'ils ont tel diplôme ou tel, ils sont plus intelligents que la planète. Non, monsieur. Vous avez simplement eu la chance d'avoir un encadrement que les autres n'ont pas. Qui peut-être, d'ailleurs, la plupart de ces gars étaient 10 millions de fois plus intelligents. Parfois, vous êtes là dans la rue, vous parlez avec un gars qui est cordonnier, vous vous demandez, mais comment se fait-il qu'un type comme ça soit cordonnier? Il est tellement intelligent, il vous parle de la vie d'une manière tellement structurée que vous vous demandez que ceux qui prennent la parole tous les jours, qui sont dans notre gouvernement ou dans notre fonction publique ou dans nos entreprises ou partout là, vous vous demandez comment ils ont même fait pour arriver là-bas. Oui. Et que le cordonnier, lui, ne soit pas là-bas.
Alors que lui, il est plus structuré, il comprend mieux ce qui se passe et comment il faut faire les choses. Il ne faut pas confondre, faut pas que les gens confondent les choses. On ne doit pas confondre comment je vais dire ça? On ne doit pas confondre l'intelligence et on ne doit pas confondre le fait qu'on est arrivé à un certain niveau et le fait qu'on est exceptionnel. Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel quand vous êtes au service de votre peuple. Si vous ne pouvez pas être au service de votre peuple, vous êtes un bandit. Donc on n'a pas à courir après les élites, on n'a pas à tenir compte du fait qu'il y a des élites là-bas. On a au niveau de l'État à faire le travail qu'il faut faire. Quand vous êtes des hauts fonctionnaires, vous faites normalement le travail qu'il faut faire. Ça veut dire que vous présentez des projets corrects, structurés, dont l'objectif final doit toujours être le bonheur du peuple. C'est ça l'objectif final de la politique, le bonheur du peuple. Et l'administration est là pour aider la politique à atteindre cet objectif ultime de la politique, qui est le bonheur du peuple. Mais si le bonheur du peuple se résume à être matraqué tous les jours ou à devoir être tout le temps sur les comment dire dans cette situation d'inconfort et de grandes difficultés, alors vous ne faites pas de votre travail. C'est-à-dire que vous ne faites pas de la politique, vous ne faites pas de l'administration, vous faites quelque chose qui est autre que ça. Donc il faut que le peuple s'approprie tout ça et il faut que ceux qui dirigent le pays en tiennent compte. Parce que sinon, à un moment donné, ce qui va se passer, ce sera quoi? Ce qui va se passer, ça va être que nous serons dans une situation de conflit permanent, de violence généralisée, parce que les gens rejettent ce gouvernement qui malheureusement ne construit pas leur bonheur, ne fabrique pas leur bonheur. Et ça, c'est un gros problème. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, madame, c'est que nous n'avons pas à tenir compte des élites. Quand vous êtes un fonctionnaire et que vous êtes en train de faire votre travail, vous ne devez pas tenir compte des élites. Vous devez faire votre travail pour qu'il soit correctement fait et pour qu'il produise le bonheur pour le peuple. Et vous avez vu que dans le cas... Oui, c'est bien noté, Dr Yambé Timba. Maintenant, nous pouvons dire un mot sur la situation à Kotan en 5 minutes, Dr Yambé Timba. Oui, la situation à Koten, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes dans un modèle néocolonial qui permet qu'en 2025, vous avez des investisseurs de l'ancienne puissance coloniale qui peuvent avoir des milliers d'hectares dans notre pays sans contrepartie pour les gens auxquels ces terres appartiennent de manière ancestrale. Si à Koten, les populations, le peuple de Koten, si le peuple de Koten avait 20 à 35% du capital de Sosukam, les événements là n'auraient jamais eu lieu. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir. À partir du moment où ces gars-là ont 35%, ils auraient bloqué un certain nombre de décisions. Ils n'auraient pas permis que les gens ne soient pas bien payés. Oui. En plus, j'ai même entendu, vous avez vu le communiqué qui dit comment la revalorisation est faite. C'est-à-dire que des types viennent au Cameroun, font des milliards de bénéfices et donnent quand même des salaires de base de 55-56 000 francs à nos frères. Oui. Et tout le monde est content. Et tout le monde dit oui, mais il y a eu une négociation. On a ajouté quelque chose. Et bon... Mais les travailleurs ne sont pas satisfaits parce que les ajouts tournent autour de 5 francs CFA par-ci, 150 francs par-là, 500 francs CFA par-ci. Et cela ne représente pas grand-chose pour ces travailleurs qui restent sur leur faim. Madame Fikak, quand on donne 750 francs par mois à un type pour qu'il soit propre. Oui, prime de salissure, oui. Et il sera propre comment? 750 francs, c'est pas. Il va faire quoi? Dites-moi, il fait quoi? Il fait comment? Ça veut dire que vous êtes dans un environnement où l'État néocolonial est le système, le mode de production capitaliste qui est aujourd'hui là dans sa phase internationale qu'on appelle le néocolonialisme et qui est le système dans lequel nous sommes, ne se préoccupe pas des aspects sociaux, ne se préoccupe pas de l'homme. Il y a le peuple de Koten devait avoir entre 20 et 37% du capital de Sosukam. D'ailleurs, 35% parce que Sosukam est là depuis une éternité. Oui. Au moins 35%. Deux, il devait y avoir au sein de Koten un comité économique et social qui permet que les personnes qui viennent d'ailleurs sont intégrées. Et d'ailleurs, au bout
d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, les gens qui, au bout de 15-20 ans, ceux qui travaillent là depuis plus de 20 ans devaient avoir une prise de participation dans le capital. On devait pouvoir leur donner je devait y avoir une sorte de partie variable du capital qui serait de l'ordre de 5 à 10%, qui appartiendrait aux employés en fonction de leur roulement. C'est-à-dire que vous travaillez là, si vous avez 15 ans par là, vous commencez à toucher, vous avez une cagnotte de 10% qu'on vous partage. Et après, ceux qui prennent, il y en a qui vont partir à la retraite, ils sortent de cette cagnotte. Il y a ceux qui arrivent, ils rentrent dans cette cagnotte. Tout à fait. Ça permet de redistribuer les bénéfices. Vous faites des milliards de francs, ça va vous donner 50 000 à quelqu'un, un père de famille. Comment il va envoyer ses enfants à l'école avec 50 000? Comment il va soigner sa femme quand elle va tomber malade? Est-ce qu'il appartient à ces entreprises de mettre sur pied les conditions de travail pour payer les rémunérés comme il se doit ces travailleurs? Est-ce qu'il n'appartient pas à l'État du Cameroun de protéger ces travailleurs sur son sol? Deux choses, madame. La première, effectivement, c'est à l'État de faire ce boulot. Mais l'État lui-même est un État néocolonial, c'est-à-dire qu'il obéit aux ordres des capitalistes. Et les gens qui viennent avec 2 francs, parce que la plupart des gens qui viennent investir ici, qui viennent d'Europe, la plupart de ces entreprises n'ont même pas 1 franc. Et leur capital, ils le prennent ici. Donc, ils n'ont pas 1 franc. Et ils considèrent que la terre n'est pas un capital. C'est pour ça que vous comprenez que si le peuple de Nkoteng avait 35%, mais il aurait la minorité de blocage. Le peuple de Nkoteng ne peut pas accepter que ses propres enfants gagnent 50 000. C'est pas possible. Ou que ces compatriotes qui viennent de partout, de toutes les régions du pays, de toutes les autres régions du pays, gagnent 50 000 francs. Non. Et le peuple de Nkoteng, dans le cadre d'un comité économique et social qui intègre donc ceux qui viennent de l'extérieur, aurait dû formuler un cadre qui permette que la prise en charge des employés soit meilleure. Le problème, c'est que l'État étant néocolonial, il ne sait pas organiser ça. L'État a des parts de marché dans le cadre de cette entreprise. Cette entreprise, dans l'État, dans les 24%, si je me trompe, et puis l'entreprise, le groupe Castel est dans les 74 ou 76%. Ce n'est pas normal. Je vous dis que le peuple de Nkoteng devait avoir au moins 35%. Ils sont là depuis plus de 5, quelque part 20 ans. Oui, dans les années 1965, oui. Ils devaient avoir déjà, à la création, quand quelqu'un veut s'installer sur une terre pour faire ce type d'activité, 20% d'abord pour le peuple qui a les terres. C'est ça la première chose. 2, plus le temps passe, plus le capital du peuple augmente. Le peuple devrait déjà être à 35% pour avoir la minorité de blocage après tout ce temps-là. Et à partir de là, les gens ont amorti tout ce qu'ils ont déjà mis. Là, ils ne font que ramasser des bénéfices. Donc, à partir de là, vous vous assurez que toutes les décisions seront prises. Je rappelle aux gens que c'est un problème qui date de 2022. Parce que la plupart des gens ont l'impression que ça date d'aujourd'hui, ça date de 2022. Et je crois en réalité que nous devons s'en protéger nos peuples. Si les employés là étaient bien protégés, ce qui veut dire que l'État doit mettre fin à son fameux code du travail qui ne signifie pas grand-chose là, qu'ils ont installé en 92, qui est un code de travail d'exploitation des gens. C'est juste pour qu'on exploite les gens. Il faut qu'on mette fin à ce code du travail, qu'on donne un vrai code du travail qui respecte les gens. Et donc, si on met un vrai code du travail qui respecte les gens et que les employés sont bien traités, mais ils ont de meilleures performances. Des employés bien traités ont de meilleures performances. Donc, Sosukam ferait beaucoup plus d'argent. Sosukam serait une meilleure entreprise. Mais vous avez même une entreprise qui est là, qui est la seule qui fait le sucre au Cameroun. Enfin, oui, à partir de là. Et puis, il n'arrive pas à vendre, il crie tous les jours. Vous n'arrivez pas à vendre de sucre, va-où? Vous faites de la péréquation dans la CEMAC et tout ça, et il n'y a pas de sucre, vous dites que vous n'arrivez pas à vendre. Quelle est cette histoire? Donc, il faut qu'on s'assure que... Pour sortir, docteur. Oui, il faut qu'on s'assure que ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes dans une situation où nous sommes contents que les investisseurs viennent chez nous. Nous sommes contents qu'on crée des emplois pour nos compatriotes. Nous sommes aussi contents que les gens qui ont les terres sortent de la misère. Nous voulons que tous nos compatriotes sortent de la misère. À partir de là, si nos compatriotes peuvent sortir de la misère et que les investisseurs sont contents, eh bien tout le monde est content. Mais si les investisseurs sont contents et que nos compatriotes, ils doivent mourir quand ils revendiquent 50 francs, parce que les augmentations là, c'est 50 francs, 5 francs, c'est pour ça que notre compatriote est mort. Un de nos compatriotes doit mourir pour une augmentation de 5 francs.
Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous imaginez à quel point on peut se mettre à pleurer tous les jours dans ce pays? Un de nos compatriotes est mort pour une augmentation de 5 francs. 5 francs. Madame Fika, il y a quelque chose qu'on vend à 5 francs encore dans ce pays? Non. Et un de nos compatriotes est mort pour une augmentation de 5 francs. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça devrait tellement émouvoir les gens que tout le monde devait aller dans la rue et s'asseoir avec une bougie et crier et dire mais c'est pas normal. C'est pas normal. Tu es un type pour une augmentation de 5 francs. Il faut savoir mettre les choses en perspective. Parce que quand les gens sont en train de parler de beaucoup de choses, là, ouais, contents, sosuka, blablabla, ils oublient que nous avons perdu un compatriote pour une augmentation de 5 francs. J'espère que ça va rester dans l'esprit de tout le monde. Qu'un Camerounais est mort parce qu'il y avait une augmentation de 5 francs CFA qu'on lui refusait depuis 3 ans. 5 francs CFA, un Camerounais est mort pour ça. Est-ce que vous vous rendez compte du pays dans lequel nous vivons? 5 francs CFA. La vie d'un Camerounais vaut 5 francs CFA. Mais comment est-ce que les autorités, Dr Yambé Tchimba, laissent cela passer? Parce que ce sont des négociations qui se sont déroulées sous l'œil vigilant des autorités qui ont assisté à cette crise. Comment laisser passer qu'on puisse faire des augmentations de 5 francs CFA à leurs concitoyens, sachant très bien quelle est la situation économique du pays, quelle est la situation des travailleurs? Pourquoi ne pas peser de tout leur poids pour qu'on puisse avoir des augmentations conséquentes? L'État est néocolonial, madame, donc l'État est du côté de ceux qui répriment le peuple. L'État n'est pas du côté de ceux qui défendent le peuple. Donc l'État ne défend pas le peuple au Cameroun. Le peuple, l'État au Cameroun, c'est un État répressif pour l'essentiel. Parce qu'il a une structure qui le conduit à ça. Mais ça traumatise même les personnes utilisées dans la répression. Vous croyez que la personne qui a tiré sur le monsieur là, le monsieur qui est mort là, oui, vous croyez que cette personne aura la paix toute sa vie? Non. Cette personne n'aura plus jamais la paix. Elle se souviendra toujours d'avoir tiré sur quelqu'un. Elle se souviendra toujours de voir la mort quand le monsieur mourait. Il a vu son regard. Elle se souviendra toujours de ce regard. Est-ce que nous devons mettre nos propres forces de sécurité dans ce genre de situation? Est-ce que nous devons laisser que nos jeunes gens soient traumatisés? Je ne sais pas si c'est une fille ou c'est un homme ou c'est une femme qui a tiré. Mais est-ce que nous devons laisser nous permettre que ce genre de choses arrive à nos jeunes gens, arrive à nos propres fonctionnaires? Ce gars-là, cette personne-là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, cette personne est traumatisée pour la vie. Et vous imaginez l'impact sur sa famille, l'impact sur ses amis, l'impact sur ses collègues, parce que les autorités ne font pas le travail. L'inspecteur du travail, on dit que le problème court depuis 2022, 2023, 2024, 2025, 4 années. L'inspection du travail faisait quoi? Le sous-préfet, le préfet, il faisait quoi? Ils faisaient quoi tous ces gens-là qui sont dans la boucle pour ce type de négociation? Il y a même aussi la magistrature. Puisque généralement, quand ça part de chez l'inspecteur du travail, ça va au tribunal. Oui. Mais bon, à la limite, les magistrats vont dire, mais il faut que les dossiers nous trouvent. Ils ont raison. Mais l'inspecteur du travail, le préfet, le sous-préfet, puissent poser des problèmes d'ordre, des problèmes d'ordre public. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un de nos compatriotes est mort pour une augmentation de 5 francs CFA. Je ne sais pas si les gens arrivent à prononcer cette phrase-là et à dormir. Je ne sais pas. 5 francs CFA, il est mort. J'espère que le bâtiment de la direction générale de la SOSUC portera son nom. Et j'espère que sa famille entendra notre note de réconfort. Et pour tous ceux qui ont été blessés, j'espère que ils entendront également nos réconforts. Mais cette situation est révélatrice de quelque chose, à côté de celle de Guidigis, le rejet de l'État néocolonial. Et il faut que, ceux qui dirigent aujourd'hui fassent quelque chose pour sortir de cet État néocolonial, parce que ça va nous sauver tous et ça va nous éviter qu'il y ait de plus en plus de morts parmi nous. Et que ça devienne comme si les Camerounais avaient un problème entre eux. Nous n'avons pas de problème entre nous. Les gens ont installé un système ici qui nous oppose les uns aux autres. Oui. Nous ne devons pas accepter ça. 2, nous devons nous assurer que le peuple camerounais, lui, doit s'assurer que lors des prochaines échéances,
électorales, présidentielles, législatives, municipales qui arrivent, que le pouvoir tombe entre les mains de ceux qui sont capables de réconcilier le peuple et de nous couper, de nous sortir de ce système néocolonial pour fonder notre État sur nos traditions et sur l'amour, la dignité, la solidarité, et pour que notre peuple, notre pays devienne souverain, indépendant. Pour ceux qui, je termine par là, pour ceux qui ont installé ce système ici, quand notre pays sera souverain, indépendant et libre, dirigé par des nationalistes et des patriotes, ils doivent savoir qu'ils vont pouvoir faire 10 fois plus d'affaires avec nous, donc vont pouvoir gagner 10 fois plus d'argent en travaillant avec nous, mais nous, ils devront travailler comme nous le voulons, tel que nous le voulons, selon nos intérêts, parce que quand eux, ils gagneront 10 fois, nous gagnerons effectivement beaucoup plus, parce que c'est quand même nos richesses et que nous devons développer notre pays pour réaliser l'objectif ultime de toute action politique, construire le bonheur du peuple. Merci, Dr Yambé Timba, d'avoir répondu à nos questions sur ABK Radio. C'est moi qui vous remercie, madame. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.